Eh bien, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Anews Mobility, le média 100% dédié à l'écosystème des mobilités. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir pour cette grande interview Marc Charlet, donc, qui est directeur général du pôle de compétitivité, NextMove. Alors, si vous voulez bien, Bonjour. oui, on va faire les interviews avec des petites séquences comme ça, c'est un peu plus dynamique. Donc, on va démarrer par une séquence identité. Alors, vous avez fait un certain nombre de choses. Vous êtes titulaire tout d'abord en formation d'un diplôme d'ingénieur en mécanique à l'Université des sciences de Montpellier, et vous avez un master en administration des entreprises. Et je crois que vous avez fait tout ça, donc ça c'était Aix-en-Provence, donc vous étiez dans le sud de la France, donc vous avez la chance d'être dans le sud de la France. Et puis maintenant, si vous voulez, alors j'espère que j'ai rien oublié sur la formation, et si vous pouvez nous dire en quelques mots, vous présenter votre parcours professionnel là. Mon histoire, c'est l'histoire d'une passion qui est née il y a plus de 30 ans. Un jeune adolescent que j'étais, qui découvre la nouvelle voiture de son grand-père. Mon grand-père était passionné de Citroën. Il reçoit sa nouvelle voiture, concentré de technologie. Si c'était Citroën, c'était très bien. Un concentré de technologie, suspension hydractive, moteur 6 cylindres, électronique, nouveaux matériaux, confort à bord, nouveaux systèmes de sécurité. Et j'ai été impressionné par ce concentré de technologie, ce concentré d'innovation. Et je pense que c'est là qu'est venue cette conviction que j'avais envie de faire carrière dans ce milieu de l'automobile et qui plus tard, au fil des années, s'est élargi au milieu des mobilités. Et donc c'est avec cette passion en tête que j'ai justement entrepris des études d'ingénieur, donc à l'université de Montpellier, puisque je suis né à Avignon, donc je suis né dans le sud. Et puis ensuite, en effet, cette volonté de pas rester que dans une expertise scientifique et technique, mais d'avoir aussi l'approche entrepreneuriale, entreprise. Et donc, j'ai fait cette double compétence à l'IAE d'Aix-en-Provence, en gestion et administration des entreprises. Ce qui m'a permis de démarrer ma carrière. Alors, pendant cette période-là, j'ai fait pas mal de stages, notamment chez un grand équipementier français de l'automobile, où j'ai appris un petit peu ce qu'était le milieu de l'automobile grâce à lui, grâce à ses stages. Et puis, très rapidement, comme je voulais pas aller que dans la technologie, mon premier poste a été à la SIA, la Société des ingénieurs de l'automobile, qu'on connaît bien, où j'ai été recruté pour m'occuper de l'animation des communautés d'experts de la SIA, mais également toute l'organisation des événements scientifiques et techniques de la SIA. J'organisais les congrès, j'organisais les journées d'études, les visites de sites industriels, c'était passionnant. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et ça m'a vraiment mis le pied dans cet écosystème, dans ce monde, dans ce milieu des acteurs de l'automobile. Et j'ai eu l'opportunité à la création des pôles de compétitivité, et donc à la création du pôle Moveo à l'époque, en 2006. De rejoindre le pôle Moveo en tant que chargé de mission pour commencer, où j'avais en charge l'accompagnement des projets de R&D vers les dispositifs de financement, le montage des dossiers. J'en suis pris la responsabilité de tout ce qui était l'international et l'Europe, puisque c'est l'époque aussi où le pôle avait besoin de se connecter au niveau européen. Et puis, on m'a offert la possibilité d'être directeur général adjoint en 2013, et j'ai pris la direction générale de Moveo en 2015. D'accord. Donc, Moveo qui est depuis devenu NextMove, puisque alors, nous avons... Move. NextMove, on dit NextMove. Mais ça s'écrit NextMove. Il n'y a qu'un O. Il n'y a qu'un O, mais on le prononce en anglais. Voilà. D'accord. Justement, avec cette dimension européenne, pour que cette identité puisse aussi être utilisée au niveau européen. Alors en 2006, ça s'appelait Moveo, oui. Donc c'était quand même assez visionnaire parce que Moveo, c'était un peu mobilité aussi dedans. Ah oui, mais clairement. C'était l'automobile, quoi. Dans les gènes de Moveo, il y avait clairement cette vision de mobilité plus large que l'automobile. Et historiquement, oui, on a quand même été créé, le pôle en tout cas, a été créé par les constructeurs, les équipementiers automobiles, mais pas que. Il y avait les instituts de recherche aussi, il y avait les collectivités, les territoires, qui voyaient très bien le potentiel d'avoir un pôle de compétitivité sur ce territoire de la Vallée de la Seine, qui fédère les acteurs de l'automobile, mais plus largement aussi des nouvelles mobilités.
Alors, un pôle de compétitivité, bon, on l'a évoqué à travers Moveo, mais c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi ça existe? Comment c'est composé? Il y en a combien en France? Ils font quoi? Et il y en a combien sur l'automobile et les mobilités? On va commencer par la première question. Un pôle de compétitivité, c'est de quoi? C'est une initiative gouvernementale, donc lancée en 2005, avec la volonté de rapprocher la recherche publique et la recherche privée, les petites entreprises des grandes entreprises, à travers le collaboratif. On s'est rendu compte qu'en France, on avait beaucoup de pépites, beaucoup de compétences, mais que ces gens ne travaillaient pas suffisamment ensemble. Et donc on a créé les pôles de compétitivité qui, par définition, sont des animateurs d'écosystèmes, donc sur un territoire délimité. C'est ça qui est important. Un pôle de compétitivité n'est pas national, il est localisé sur des régions. Et c'est pas le découpage d'une région, ça peut être plusieurs régions. Voilà. C'est un écosystème qui travaille ensemble. Donc un écosystème sur une thématique. Et donc là, pour Moveo à l'époque et Nextmove aujourd'hui, c'est l'automobile et les mobilités, avec comme mission de faire travailler ces acteurs ensemble, de les fédérer, de les animer, d'animer cet écosystème en vue d'innover, de créer des activités, de créer de l'emploi sur ces territoires. C'est ça, un pôle de compétitivité. Alors, est-ce que c'est le travail ensemble, c'est fédérer et travailler ensemble, mais est-ce que ça va au-delà sur par exemple, l'aide à trouver des financements ou c'est pas du tout? Bien sûr, ça fait partie de nos missions. Et donc, pour répondre à la deuxième question, combien sommes-nous en France? Aujourd'hui, nous sommes 56 pôles de compétitivité en France sur tous les secteurs prioritaires. Donc, vous avez des pôles de compétitivité en aéronautique, en agroalimentaire, en biotech, en santé, en numérique, bien sûr, en microtechnologie. Et chacun est positionné sur un territoire et anime son écosystème de manière à faire travailler ensemble les acteurs, générer des projets d'innovation, accompagner les PME, bien sûr, ça fait partie de nos principales missions également. Les secteurs, parce que il y en a 4 qui s'occupent de mobilité, enfin 4 et presque 5, vous disiez tout à l'heure, qui s'occupent d'automobile et de mobilité, ça veut dire qu'il y a combien de secteurs à peu près? Ça recouvre combien de secteurs d'activité? Les 56 Les pôles, je pense qu'on est bien 20-25 secteurs d'activité, oui, tout à fait. Donc il n'y a pas que le tourisme en France. Ah non, il n'y a pas que le tourisme en France, il y a des vraies compétences en innovation et en industrialisation. Et des très bons ingénieurs bien formés. Des très bons ingénieurs bien formés, avec exactement. Des bonnes écoles. Exactement. Et donc, est-ce que les plus importants, moi je serais tenté de dire que c'est plutôt l'aéronautique, l'automobile et les transports, mais peut-être que je me trompe complètement. Le numérique. Vous avez les pôles santé aussi, sont très importants. Donc vous avez un gros pôle aéronautique, bien sûr, en Occitanie, à Toulouse, qui s'appelle le pôle Aerospace Valley. Vous avez un gros pôle sur les microtechniques, les microtechnologies à Grenoble, qui s'appelle Minalogic. Vous avez un gros pôle en Ile-de-France sur tout ce qui est numérique, système embarqué, qui est le pôle systématique Paris Région. Et au niveau automobile et mobilité, nous sommes 5, comme on l'a dit. Donc, Nextmove sur l'Île-de-France et la Normandie. Vous avez tout le Grand Est qui est couvert par un pôle de compétitivité qui s'appelle le pôle véhicule du futur. Tout le Grand Ouest par un pôle de compétitivité qui s'appelle ID for Mobility. Vous avez l'Auvergne-Rhône-Alpes où vous avez un pôle qui s'appelle CARA. Et vous avez en Hauts-de-France le pôle qui s'appelle e-Trans, qui est un pôle un peu plus transversal que nous, puisqu'il s'occupe aussi de ferroviaire, d'aéro, de logistique et d'automobile. Voilà un petit peu, et donc nous sommes tous les 5, on se coordonne régulièrement, on échange beaucoup, et surtout nous sommes le bras opérationnel de la PFA, la plateforme de la filière automobile, sur les territoires, sur les régions. La PFA est nationale, mais se repose sur nous, les pôles et les ARIA, puisqu'il en existe encore, les associations régionales de l'industrie automobile, pour pouvoir déployer le plan d'action, le contrat stratégique de filière automobile sur les territoires. Et aussi faire remonter les besoins du terrain au niveau de la filière nationale. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une association ou un groupement? Parce qu'en France, il y a toujours une fédération des associations Alors, en effet, donc qui chapeautent les pôles sont des associations et ont aussi décidé de se coordonner, de se fédérer en association. Donc, nous avons créé une association qui s'appelle l'AFPC,
l'Association française des pôles de compétitivité, tout simple. Et donc c'est une association qui vise à partager, à échanger au niveau des pôles. Donc on partage énormément de bonnes pratiques. On a beaucoup de groupes de travail sur la labellisation des projets, sur l'Europe, sur les problématiques de ressources humaines, sur les problématiques également de financement des pôles. Donc, et puis la FPC est là aussi pour porter la voix des pôles au niveau national, notamment avec les... Il y a une action de lobbying. On va pas appeler ça lobbying, mais une action de faire, de montrer toute la pertinence des pôles, et notamment dans le cadre des négociations avec l'État et les régions pour le financement des pôles dans les différentes phases. Je pense qu'on y reviendra juste après. Alors pourquoi on est passé de Moveo à NextMove ? Alors, c'est juste un changement de nom ou c'est un changement d'orientation, de stratégie. Vous aviez auparavant, sur l'Île-de-France et la Normandie, un pôle de compétitivité qui s'appelait Moveo, qui était très amont, très recherche et développement, innovation, produits. Et vous aviez les ARIA, les associations régionales de l'industrie automobile, qui, elles, étaient plus process, innovation process et excellence industrielle. Et dans cette volonté à la fois des régions, mais aussi de la PFA, de consolider un petit peu la filière sur les régions, nous avons fusionné. Donc Moveo a fusionné avec l'ARIA Normandie et l'ARIA Île-de-France qui s'appelait le RAVI. Donc on a fusionné les trois associations pour n'en faire qu'une seule. Et puis pour porter la filière du produit jusqu'à l'industrialisation, et comme ça avoir la chaîne de valeur globale. Et donc est née de cette fusion la volonté de donner une nouvelle dynamique, de donner une nouvelle identité à cette association née de la fusion des trois. Et c'est là qu'on a décidé de changer de nom et de s'appeler NextMove, qui à la fois, comme je vous disais, montrait la volonté d'être pas que franco-français, mais d'avoir une dimension européenne, puisque cet écosystème de la vallée de la Seine, entre la Normandie et l'Île-de-France, est un écosystème automobile-mobilité très fort en Europe. Donc on voulait donner cette visibilité. Et puis, c'est cette volonté aussi de montrer qu'on voulait toujours être dans le coup d'avant, avec NextMove, parce que l'innovation, c'est notre driver. Et c'est ce qui nous permet de fédérer nos membres. Ce serait ça votre slogan, l'innovation c'est notre driver? Alors c'est presque ça, notre slogan c'est Collaboration is the driver, donc parce que la raison d'être de NextMove c'est la collaboration. Nous sommes convaincus que c'est qu'en travaillant ensemble, en mode collaboratif, qu'on arrivera à relever les défis que traverse la filière de l'automobile et des mobilités. L'innovation, l'industrialisation, les compétences, tous ces sujets sont à traiter en mode collaboratif, en mutualisant, et c'est comme ça qu'on arrivera à les relever. Donc c'est pour ça qu'on a ce slogan, cette identité « Collaboration is the driver », c'est vraiment notre raison d'être. Et ça représente combien d'entreprises qui sont depuis les petites jusqu'aux très gros? Alors aujourd'hui, NextMove fédère 550 membres. Donc, en effet, 80% sont des entreprises, petites, moyennes et grandes, surtout des petites, PME et start-up. Vous avez aussi des laboratoires au sein du pôle, vous avez des instituts de recherche, des instituts privés, d'autres associations partenaires, des territoires, on a aussi des territoires, des communautés d'agglomération, qui sont là aussi et qu'on intègre de plus en plus dans les projets d'innovation pour expérimenter les nouvelles solutions. Donc c'est ça qui constitue la communauté NextMove. Les instituts, les laboratoires, c'est des gens comme VDCOM. Exactement. Ce genre. VDCOM est un bébé de NextMove, puisque dans Moveo à l'époque, puisque même VDCOM s'appelait au début Moveo Tech. Quand il a été créé, il a vraiment été incubé comme un projet au sein du pôle. Est-ce que vous intégrez les écoles aussi? Parce qu'il y a beaucoup on a des écoles d'ingénieurs, les STACA, l'INSA de Rouen, les CIGELEC, Centrale Supélec. Polytechnique, on ne les a pas encore. Parce qu'ils sont aussi pas très loin. Oui, ils sont aussi pas très loin, tout à fait. Donc c'est ça qui constitue la communauté NextMove et qui fait la force du réseau,
Vous voyez, ça a quand même une certaine représentativité quand même. Aujourd'hui, sur ces territoires, entre l'Île-de-France et la Normandie, on concentre quand même plus de 25% de l'activité automobile et mobilité en France. C'est-à-dire 25% des emplois, 25% des chiffres d'affaires, de l'activité a lieu sur ce territoire. Avec une très forte concentration de tout ce qui est innovation R&D dans l'ouest francilien. Avec les sièges et les centres de recherche des constructeurs d'équipementiers. Et puis, toute la vallée de la Seine, historiquement, est un bassin industriel d'usines automobiles. Est-ce que vous avez un équivalent ou des équivalents dans les autres pays européens, ou est-ce que c'est propre à la France, ces pôles de compétitivité ? On a des équivalences au niveau européen, ça s'appelle des clusters. Pas les clusters du Covid, mais c'est donc les clusters technologiques. Les clusters technologiques qui ont la même définition que nous, c'est-à-dire fédérer des acteurs sur un territoire, sur une thématique. Et donc, on est en lien avec la plupart de nos homologues dans d'autres pays. On construit ensemble des programmes européens, des projets européens. On fait ce qu'on appelle de l'interclustering au niveau européen aussi. Et donc, oui, on a des équivalents. Alors après, ça dépend des spécificités de chaque pays, des soutiens qu'ils peuvent avoir aussi de leur région ou de l'État. Mais c'est une politique européenne qui est très poussée et qui vise justement à favoriser le travailler ensemble. Alors j'ai revisionné en partie l'interview de 2019 et dans laquelle vous disiez que les dotations de l'État chutaient, d'ailleurs de manière considérable, puisqu'en 2019, c'était moins 50%. Alors, vous, au niveau des financements, c'est toujours aussi catastrophique, ou vous faites autrement On fait autrement. C'est vrai que les financements publics se sont réduits. On continue à diminuer, même si on a toujours un soutien fort de nos deux régions, la région Normandie et la région Île-de-France, qui nous soutiennent et sans qui on ne pourrait pas mener nos actions. Et on a un soutien renouvelé de l'État, justement dans le cadre d'une nouvelle phase des pôles de compétitivité. Nous sommes à la phase 5 des pôles de compétitivité. Alors pour vous dire, aujourd'hui, notre business model, il a dû évoluer, il a changé. On a 4 gros piliers de business model. On a en effet les financements publics, donc État et région, comme je le disais. Ça, c'est le premier pilier, qui est en diminution. On a le pilier cotisation de nos membres. Nous sommes une association et les membres cotisent pour pouvoir accéder à nos services. On a le volet, c'est celui-là qui a le plus augmenté ces dernières années pour justement compenser la baisse de financement public, c'est le volet prestations. Donc nous avons mis en place une offre de services qui répond aux besoins de nos membres et qui sont des prestations complémentaires à l'adhésion, parce que c'est des prestations individuelles, et notamment dans ce cadre-là, avoir un exemple, on a Nextmove et organisme de formation. D'accord. Et nous avons la certification Calliope, et donc nous dispensons des formations en propre ou avec des partenaires pour répondre à un des leviers, de toute façon, un des vrais besoins de la filière, qui est la mutation des compétences. Donc ça répond aux besoins de nos membres, et nous, c'est une prestation qu'on propose à des tarifs avantageux pour nos membres, pour qu'ils puissent accéder à ces formations. Il y avait un quatrième pilier. Et le quatrième pilier, c'est justement le fonctionnement sur projet, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous répondons à des appels à projets, notamment au niveau européen, comme partenaire. Et donc on va chercher du financement sur projet. Et là, on peut avoir un exemple aussi. Un exemple de projet européen. On est aujourd'hui dans un projet européen qui s'appelle Reciprocity, qui vise à connecter des villes partout en Europe qui ont des problématiques de mobilité commune, de les inviter à partager sur ces problématiques-là, et aussi de les inviter à trouver des solutions. Et donc, on leur présente aussi des apporteurs de solutions par rapport à leurs problématiques, de manière à pouvoir les dupliquer un peu partout en Europe quand il y a les mêmes problématiques. Alors, ça touche les vecteurs de mobilité, ça touche les énergies, ça touche également les Reciprocity, principalement mobilité. Reciprocity, y compris les systèmes MaaS, etc., c'est-à-dire de déplacement, les solutions. Exactement, tout à fait. Voilà, typiquement un programme européen dans lequel nous, on est actif, on embarque nos membres, on pilote des groupes de travail, et donc on est financé
par l'Europe dans le cadre de ce programme. Voilà les 4 piliers du business model de Nextmove aujourd'hui. Alors, je suppose que vous travaillez également sur les énergies, qui est au cœur du débat. On ne peut plus, là, parce que tous les jours, ça change. Il y a un nouvel intervenant qui se prononce, pas forcément en faveur du tout électrique pour tous et pour tous les usages. Est-ce que là-dessus, vous travaillez essentiellement sur... vos adhérents travaillent essentiellement sur l'électrique, sur les nouvelles batteries, sur l'hydrogène, sur les e-fuels, sur tout ce qu'on peut envisager comme solution? Ou est-ce que... J'étais à une soirée avant-hier soir où il y avait un membre de la PFA qui s'exprimait, qui disait de toute façon, on voudrait bien qu'il y ait plusieurs solutions, mais la règle européenne étant ce qu'elle est, c'est inéluctable, on finira tous à l'électrique. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce point de vue-là, mais je pense qu'il y a d'autres solutions à explorer en fonction des usages. Clairement, aujourd'hui, nos membres continuent à travailler sur plusieurs solutions, même si l'intervenant de la PFA a raison. La vague de fond aujourd'hui, elle est sur l'électromobilité, sur l'électrification des véhicules, mais ça, on n'y coupera pas. Mais nous, ça fait 10 ans qu'on travaille déjà sur l'électromobilité, sur les véhicules électriques. Là, il y a une accélération phénoménale, presque trop rapide pour que l'industrie puisse suivre et tous les sous-traitants, toute la chaîne de valeur puisse aussi suivre. Et puis qu'on puisse développer en aval, en France, la distribution, la réparation, etc. Donc c'est ça aujourd'hui. Bon, ça c'est non, quand on regarde le côté technique, nous c'est clair que c'est une grosse priorité. Il y a beaucoup de projets qu'on accompagne, notamment vers des dispositifs de financement, sont sur cette thématique-là, sur les moteurs électriques, sur l'électronique de puissance, sur l'écosystème du véhicule électrique, puisqu'il y a aussi la recharge, il y a aussi la connectivité, il y a aussi tout ça. Les batteries, un petit peu moins, mais on a quand même des écoles et des PME, des startups qui travaillent sur ce sujet-là. Oui, je pense que, parce qu'aujourd'hui, les Gigafactory qu'on va mettre en place sont plutôt faites pour assembler des cellules chinoises, malheureusement, mais font de l'assemblage. Et pas que, parce que il y a aussi qui reste français, Vercor, qui est français aussi. Donc, non, je pense que la France a réussi à bien se positionner sur le sujet des Gigafactory. Nous, on est, côté Nextmove, on est beaucoup sur la partie électronique de puissance. Et sur les autres énergies, on regarde aussi l'hydrogène dans les moteurs à combustion interne, l'hydrogène pile à combustible également, l'hydrogène avec Ivia, bien sûr, l'hydrogène au niveau stockage, on regarde aussi les e-fuels, on ne les a pas abandonnés, on regarde l'IFPEN, il travaille. Exactement, qui est un membre aussi éminent du pôle. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas s'enfermer sur une technologie, même si aujourd'hui la réglementation nous pousse à nous enfermer malheureusement sur cette technologie-là, on continue à explorer les autres solutions. Okay. Alors on va en venir à la séance mobilité avec un grand M, c'est celle qui nous intéresse. Nous, on a déjà un peu abordé. Oui, bien sûr. Alors en plus ça s'appelle la Mobility Valley. Alors pourquoi Mobility Valley? Alors c'est un petit nom qu'on lui a donné, un petit clin d'œil par rapport à la Silicon Valley. On a la chance d'avoir une belle vallée qui est la vallée de la Seine, qui réunit ces deux territoires de l'Île-de-France et de la Normandie, qui, je vous disais, concentre un niveau d'excellence et d'expertise dans le domaine de l'automobile et des mobilités qui est assez impressionnant. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de l'appeler la Mobility Valley, parce que c'est un écosystème assez exceptionnel en Europe, qui à la fois a les constructeurs et équipementiers avec les centres de décision, et tout un tissu d'acteurs, PME start-up, comme je le disais, assez dense, qui travaillent pour cette filière, et aussi une excellence en termes de formation, à la fois universitaire et école d'ingénieurs, qui fait que c'est un écosystème assez exceptionnel qu'on a souhaité appeler la Mobility Valley, qui arrive à combiner à la fois la partie innovation produit, mais aussi innovation service et process. Et c'est cet ensemble-là qui est fondamental pour pouvoir résoudre demain les enjeux de mobilité. Alors je sais que moi j'ai un petit peu une marotte, je dis toujours que malheureusement la mobilité fonctionne beaucoup en silo et que les gens ont du mal à se parler ou à faire
on va faire des passerelles en disant la mobilité c'est moi et puis les autres vont se raccrocher. Mais bon, c'est un ensemble. Est-ce que les constructeurs se cherchent aussi, puisqu'aujourd'hui ils veulent être des software factories? Bon, ils construisent encore des voitures qui vont nous aider à nous déplacer quand même, parce qu'on va pas se téléporter, hein, on n'a pas trouvé la solution. Qu'est-ce qui alors vous êtes est-ce que vous travaillez ou alors est-ce que c'est le lot d'autres pôles de compétitivité, ou est-ce que vous travaillez déjà avec d'autres briques de la mobilité, dans la Mobility Valley, avec tous vos adhérents, vos centres de recherche? Alors bon, quand on voit VDComs, oui, on comprend. Quand on voit Livestar, oui, on comprend. Mais au niveau des adhérents, est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a par exemple, vous pourriez nous dire, en révélant un scoop ou pas, est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours, qui sont la démonstration ou qui vont être la concrétisation de ça, du multimodal ou de l'intermodal? Alors, je pourrais vous donner un exemple de projet, mais déjà pour répondre à la première question, oui, on travaille en interfilière. De toute façon, aujourd'hui, la filière automobile est obligée de travailler en écosystème et avec une approche système, comme on dit en ingénierie. Parce que, comme on disait, demain, le véhicule électrique, il sera obligatoirement connecté, il aura besoin de la recharge, il aura besoin donc d'énergie. Donc, on travaille, nous, avec nos homologues sur la partie aéronautique, par exemple, sur les matériaux, sur l'électronique de puissance, sur la fiabilité électronique de puissance. On a des événements, des projets en commun. Sur nos amis de l'énergie, donc il y a des pôles énergie. L'aérien, ils ont plus de chance. Eux, on leur a clairement défini les choses. Ils auront le droit aux e-fuel. Voilà. Alors que l'automobile, on ne sait pas. Oui, mais il y aura toujours de l'électronique embarquée, il y aura toujours des matériaux, il y aura quand même des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble. Les acteurs de l'énergie, clairement, avec qui on travaille notamment sur le smart grid, donc la communication véhicule to grid, comment on fait du véhicule électrique un acteur aussi du réseau électrique. Qui devra charger, mais qui pourra aussi servir de batterie pour la maison. On travaille avec les pôles du numérique, ça c'est évident, vous comprenez pourquoi. Et puis, un exemple que je peux vous donner, on travaille aussi avec une filière en Normandie, qui est la filière logistique. Justement parce que la filière logistique sera aussi un axe essentiel dans la décarbonation de l'industrie. Parce que la logistique représente une grosse part du bilan carbone. Et donc, on est en train de construire un projet sur la décarbonation avec la filière logistique, par exemple. Voilà. On ne peut pas dire comment il s'appelle. Non, il vient. Voilà. On attend d'avoir le résultat pour pouvoir communiquer dessus. Mais... On peut donner des échéances, une date, ce sera... On aura la réponse dans 3 mois. D'accord. Et c'est pas que sur le dernier kilomètre, c'est pas que le dernier kilomètre. C'est sur l'ensemble de la chaîne logistique. Et notamment la chaîne côté production. Donc, ok. Décarbonation des sites industriels. Donc on a bien, il y a des choses dont on a déjà parlé, auxquelles on a répondu. Alors ça c'est si vous aviez une boule de cristal ou si vous étiez devin, vous direz. Pour vous, la mobilité dans 5 ou 10 ans, c'est peut-être complètement, on n'en sait rien. Bon, je pense qu'on a quand même une petite idée, mais est-ce qu'on arrivera... Enfin, la question qui sous-tend ça, c'est est-ce qu'on arrivera enfin à faire ce que font par exemple les Suisses? Alors, ils ont un plus petit pays, ils ont un réseau ferroviaire très développé, c'est-à-dire avec leur smartphone, ils programment un déplacement. Donc ça leur dit, il faut marcher, il faut prendre tel moyen, vous avez le choix, machin, voilà. Vous prenez tout ça et à la fin, vous payez avec votre smartphone ce que vous avez consommé. C'est les fameuses solutions masse. Est-ce que dans lesquelles il y aura la brique auto, la recharge, machin est-ce que c'est dans 5 ans, c'est envisageable ou c'est beaucoup plus loin en France? C'est l'objectif que s'est donné le ministre des Transports, Clément Beaune, qui a annoncé justement le ticket unique. Donc je pense qu'en effet,
c'est un objectif ambitieux, mais je pense qu'on a en tout cas toutes les expertises en France pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et l'enjeu, ce sera celui qu'on évoque depuis le début, ce sera de faire travailler ensemble tous les acteurs. Et bon, pour travailler dans ce domaine-là, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple. Il faut que chacun comprenne les enjeux de l'autre et qu'on soit tous d'accord sur l'objectif final qu'on va atteindre. Pour revenir à votre question, quelle sera la mobilité dans 10 ans? Moi, je reste convaincu que le véhicule automobile, en tout cas la voiture, restera centrale dans les mobilités, même dans 10 ans. Surtout en France, parce qu'on a beau, même si les populations se déplacent, la géographie, elle reste la même, et en ruralité, il y a des endroits où on ne peut pas faire autrement. Donc, maintenant à nous, monde de l'ingénierie, des constructeurs, des équipementiers, des PME et start-up, d'inventer les solutions autour de cette automobile, mais aussi de son environnement, pour la décarboner au maximum et la rendre plus sobre. Donc, il y a le sujet de l'électromobilité, mais ce n'est pas la solution miracle. On sait qu'il y a des impacts carbone importants en production de batteries, etc. Donc, comment on travaille sur tous ces sujets-là? Comment on fait aussi que ce véhicule, on l'utilise peut-être moins souvent, on l'utilise mieux, on le partage mieux, grâce à des solutions aussi numériques, de connectivité digitale, et comment on met en place ce fameux seamless mobility, la mobilité sans couture, qui nous permet d'aller d'un point A à un point B avec une application et qui nous permet de trouver le meilleur moyen de déplacement. Et voilà, le véhicule automobile restera cœur. Je pense que on est tous conscients que la mobilité est aussi un formidable instrument de liberté, mais aussi un formidable instrument de développement économique. Il n'y a pas de développement économique, pas de business sans mobilité. Donc, je pense qu'il y a... Mais maintenant, voilà. C'est l'enjeu, et c'est d'ailleurs ce qu'on a mis dans notre stratégie Next Move 2013-2026, c'est comment on agit ensemble, en collectif, pour décarboner la mobilité et son industrie. C'est-à-dire que ne pas prendre que la partie usage, mais bien prendre l'ensemble du cycle de vie, donc travailler en ce qu'on appelle en économie circulaire, pour que nos produits de mobilité et leur production et leur recyclage soient le plus décarbonés possible. Alors ça amène deux petites questions. La première, c'est le véhicule autonome qui paraissait un peu une espèce de produit miracle, une solution qui servirait aussi, même en ruralité, etc. On voit qu'on est bloqué sur la troisième vitesse et qu'on a un peu de mal pour des raisons... il y a eu des tests à la Défense, c'était pas concluant parce que la voiture, par sécurité, la navette s'arrêtait tout le temps, etc. Est-ce que la voiture autonome, c'est vraiment une solution? Et la deuxième question, est-ce que vous travaillez avec des gens, par exemple le Crédit Agricole qui vient de créer une filiale AMG Automobile Mobility pour faire le pendant avec AMG, je ne sais plus ce que veut dire le G, veut mettre des petits véhicules électriques en autopartage en ruralité. Donc, et ça, est-ce que dans ces cas-là, eux, ils travaillent de leur côté, ou est-ce qu'ils font appel à vous, ou chacun continue à travailler? Est-ce que vous, par exemple, vous en avez entendu parler? Est-ce que vous avez été approché? On n'a pas encore travaillé avec eux. On a des membres qui travaillent sur ce sujet-là. On a notamment un membre qui s'appelle Clem, qui développe cette solution depuis 10 ans déjà, et qui travaille avec les collectivités. Je reviens sur votre première question, le véhicule autonome. Alors nous, on parle plutôt de mobilité automatisée maintenant. Je pense que c'est... On est un peu plus raisonnable. Oui, mais ça reste une vague de fond qui ne va pas avoir le développement aussi rapide que ce que certains ont bien voulu nous dire, mais qui reste là. Aujourd'hui, vous avez des ADAS, des systèmes d'assistance à la conduite, de plus en plus sophistiqués, qui peuvent prendre le relais du conducteur dans certaines situations, dans certains cas d'usage, dans certains cas critiques aussi. Aujourd'hui, les ADAS ont évité beaucoup d'accidents, ont sauvé les vies. C'est fait pour la sécurité, mais ces ADAS, ils sont de plus en plus intelligents, de plus en plus sophistiqués. On met un peu d'intelligence artificielle dedans. Voilà, avec des lidars, des radars, des lasers. Et on a les premiers véhicules de niveau 3 qui sont commercialisés en série et qui peuvent permettre de déléguer
la conduite totalement dans certains cas d'usage, sur autoroute, voies à chaussée séparée, etc., etc. Donc ça arrive. Ça va mettre plus de temps, c'est clair. Ensuite, on a des cas d'usage aussi de véhicules sur des sites propres, dans lesquels les véhicules autonomes vont pouvoir aussi... voilà. Donc voilà, faut pas totalement balayer ces technologies-là. On a encore des projets sur ce domaine-là. On a beaucoup de nos membres qui travaillent sur ces sujets et qui continuent à développer les solutions. Et puis, donc ensuite, sur la partie mobilité partagée, c'est évident que l'autopartage va gagner du terrain. Beaucoup d'acteurs se positionnent là-dessus. Vous avez vu les constructeurs aussi qui ont créé des marques dédiées de services de mobilité dans lesquels l'autopartage est au cœur de leur business model. Le covoiturage aussi. Alors, en entreprise, c'est plus compliqué parce que les gens n'ont pas forcément les mêmes horaires, mais le covoiturage, quand on fait des longs trajets ou à la campagne... Covoiturage longue distance, mais de plus en plus le covoiturage aussi de courte distance et du quotidien. Scoop d'aujourd'hui, Blablacar et Klaxit ont annoncé leur fusion. En tout cas, Blablacar rachète Klaxit, justement pour gérer tout ce qui est covoiturage courte distance. Et il y a un vrai enjeu. Aujourd'hui, en région parisienne, le taux de remplissage des voitures, c'est 1,1 passagers par voiture. Il y a un formidable potentiel d'optimisation. Oui, l'autosolisme est encore très présent. Exactement. Comment est-ce qu'on facilite le fait que on a vu que l'autopartage, le covoiturage, il n'y avait pas de frein à embarquer des passagers avec nous. Donc pourquoi ne pas le faire aussi sur les courtes distances du quotidien, en facilitant, c'est toujours ça, c'est à l'usage, c'est en facilitant la connexion entre ceux qui font le trajet et ceux qui ont besoin d'une place dans une voiture qu'on arrivera à développer tout ça. Donc il y a encore pas mal d'enjeux et surtout de changement des comportements. Donc là, on adresse un autre axe évident le plus compliqué. dans les mobilités, c'est qu'on arrivera à décarboner les mobilités évangéliser beaucoup. En réussissant à changer nos comportements. Ouais. Alors, deux questions un peu qui sont un peu du domaine de la prospective. Si vous aviez une baguette magique aujourd'hui, ce qui vous paraît essentiel et ce qu'il faudrait changer tout de suite pour débloquer la mobilité, est-ce que c'est la réglementation? Est-ce que c'est des moyens? Est-ce que c'est quoi s'il fallait faire sauter un verrou? Un verrou à faire sauter pour faciliter les mobilités. Ou le développement des mobilités décarbonées, puisque c'est le but du jeu. Voilà, donc la baguette magique, ce serait des batteries moins lourdes, avec plus de densité, moins chères, qui permettraient donc d'équiper, en tout cas de rendre accessible la mobilité électrique au plus grand nombre. C'est ça le vrai enjeu. Ce serait aussi le déploiement d'un coup de baguette magique de réseaux de recharge partout en Europe et en France. La France n'est pas tant en retard que ça par rapport à d'autres pays européens. Donc l'idée, c'est vraiment de développer tout ça en Europe. Donc ce serait ça, la baguette magique, ce serait de trouver les solutions techniques et les financements qui permettraient de trouver des solutions à coût abordable pour tout le monde, avec des solutions de recharge accessibles, faciles, pour développer au maximum cette mobilité électrique. Et puis coup de baguette magique aussi, c'est comment on agit sur ce qu'on disait juste avant, les comportements, les changements de comportement. Ouais. Et là, le coup de colère, c'est-à-dire il y a vraiment un truc qui va pas et qui peut plus durer. C'est l'autosolisme, Moi, je suis pas du genre à pousser des coups de colère ou des coups de gueule, mais aujourd'hui, clairement, ce qu'on pourrait dire, c'est que les gens travaillent pas encore suffisamment ensemble. Donc, et c'est la raison d'être de Nextmove, donc ça tombe bien. On est là pour ça. Casser les silos entre les secteurs d'activité, mieux travailler ensemble, voir plus l'intérêt commun que l'intérêt individuel dans cet enjeu de décarbonation. Arrêter aussi d'imposer des solutions techniques. C'est le gros sujet du ban européen là, de moteurs thermiques. C'est comment est-ce que plutôt que d'agir uniquement sur l'usage en disant zéro émission à l'usage, on agit plus globalement sur l'usage, la production, le recyclage, le parc automobile existant, avoir une approche plus systémique, comme je disais,
Voilà, c'est plus Puis prendre conscience de tout ça. Intégrer des paquebots, enfin, que sont les constructeurs automobiles et cargo, comme on veut, qui eux, ils peuvent pas changer pas que les constructeurs, toute la filière a besoin de visibilité. Même aujourd'hui, c'est la visibilité. Même les PME, les entreprises industrielles de 200, 300 personnes, ils ont besoin de visibilité. Ils font des investissements de plusieurs millions d'euros dans leurs usines. Ils ont besoin de visibilité. Même plus, eux, que certains. Ils ont les reins, groupes, pas forcément. Ils sont tendus, y compris sur les financements et la trésorerie. La séquence coupe, on en a parlé, hein, on l'aura dans 3 mois. Oui, alors je peux vous en donner un autre si vous voulez. On a aussi lancé un nouveau service au sein de Nextmove qu'on appelle les Learning Expeditions, justement pour pouvoir faire en sorte que nos membres apprennent de ce que font les autres. Donc c'est pareil, c'est dans le concept d'échange de bonnes pratiques. Donc on emmène des membres, en général sur un site industriel, pour découvrir les changements, les modifications qui ont été faites sur ce site, à la fois en termes de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, donc de connectivité, mais également en termes de décarbonation du site. Comment je réduis ma consommation énergétique, comment je réduis mes entrants, comment je réduis mes déchets, comment je recycle plus, comment tout ça. Et on a pas mal de succès sur ce nouveau service au sein de Nextmove. Alors, petite séquence perso pour finir. Vous déplacez tous les jours comment ? Alors, beaucoup en télétravail, donc je ne me déplace pas tous les jours. D'accord. J'utilise beaucoup la marche, en tout cas proche du domicile. Je me déplace encore beaucoup en voiture. Donc, et pour les loisirs, pour les vacances ? Pour les loisirs, les vacances en voiture, avec une famille, avec 2 enfants, donc on prend souvent la voiture. Quand on peut, on prend le train. On est adepte du TGV. En région parisienne, ou en tout cas quand je viens sur Paris, 100% transport en commun. Quand il fonctionne, mais ça fonctionne de mieux en mieux, sauf les jours de grève. Voilà. Donc adepte de multiples solutions de mobilité, avec cette volonté justement d'être un petit. Alors est-ce que vous allez, comme je le fais moi également, c'est-à-dire, moi ça fait peut-être 12 ou 15 ans que je ne suis pas venu en voiture dans Paris. Donc je sors mon téléphone, je regarde mon application, je ne vais pas dire laquelle, c'est pas Île-de-France Mobilité. Et je suis bêtement ce qu'elle me dit, et j'ai le choix entre. En plus, maintenant, on a le choix entre des types d'itinéraires, et des choses comme ça. Alors, pas depuis 15 ans, mais depuis 3-4 ans, en effet, j'ai le même comportement. C'est-à-dire que j'ai la chance aussi d'habiter en région parisienne, proche d'une gare, donc à 10 minutes à pied de chez moi, et donc de pouvoir avoir un réseau de transport en commun qui me permet d'aller facilement partout. Vous avez un hobby en dehors de la mobilité et de votre passion pour l'automobile et pour les vecteurs de mobilité ? Alors j'en ai plusieurs, et celui que je vais vous dévoiler est en lien avec ce que je vous disais en introduction, cette appétence pour la technologie et l'innovation. Je suis aussi passionné d'aéronautique, et j'ai du coup passé mon brevet de pilote. Je suis pilote. Alors, c'est une activité qui n'est pas très décarbonée aujourd'hui, mais l'aviation de loisirs commence aussi à faire sa transition. On a les premiers. Faire du planeur. Hein. On peut faire du planeur, mais pour faire du planeur, il faut tracter. Voilà. Donc, alors il y a des câbles, mais il y a aussi un avion qui tracte. Et donc l'aviation de loisirs est en train de faire sa transition aussi. On a les premiers avions électriques qui arrivent sur le marché. Et je pense que c'est une vraie chance pour cette activité de loisir aussi. La France est un pays de formation, excellent pays de formation de pilotes. Et beaucoup de carrières se font dans les clubs aéronautiques en France. Il y a des ambiances formidables, il y a des voyages formidables, il y a des gens formidables et on partage tous une même passion, cette passion de la technologie et de l'aérien. Et cette transition, elle est nécessaire aussi dans ce secteur-là, et je pense que ça arrive également. Eh bien, on arrive au terme de ce rendez-vous, de cette interview. Donc, un grand merci à notre invité du jour, Marc Charlet. Merci également à nos auditeurs et spectateurs. Merci de nous suivre sur iNews Mobility.
Et pour vous tenir informé des actualités du secteur des mobilités, n'hésitez pas à vous inscrire à nos newsletters, dont le lien s'inscrit là en dessous de l'image. Et à très vite pour une nouvelle grande interview sur A-News Mobility. Merci, au revoir. Merci, au revoir.